Merci beaucoup aussi de l'invitation. J'ai en fait profité, non seulement que c'est la première fois que je viens parler et présenter mon travail en Valais, mais aussi dans un cadre qui est un peu plus mixte que des architectes. Donc vous verrez, j'ai aussi adjoint des travaux un peu de recherche qui ne sont pas des travaux appliqués. Et puis je les ai mis en lien avec 3 projets construits autour de cette quête de domesticité qui est donc liée à l'habitat collectif. Une chose qu'on connaît tous par nos appartements, par notre vécu, et puis qui est chez nous une recherche patiente, à la fois de manière théorique, mais de manière appliquée. Donc, si je parle d'aussi trop dans un registre d'architecte, vous m'interrompez, puis vous me demandez ce que ça veut dire. D'accord ? Voilà. Et puis effectivement, le logement, c'est une contribution qui est pour nous une contribution sociétale, donc elle fait partie de la culture du bâti, sachant que dans la culture du bâti, il n'y a naturellement pas que l'architecture, il y a plein d'autres domaines, l'ingénierie, le paysage, l'urbanisme, les espaces publics, l'enseignement, l'art, et ainsi de suite. Tout ce qui touche finalement à nos valeurs du quotidien, tout ce qui touche à une culture qui nous est commune, qui passe aussi par l'art d'habiter, si on veut. Alors je vais commencer avec 3 projets qui décrivent un petit peu la définition de ce que c'est la domesticité pour nous. Donc on utilise le terme domestique comme on utilise le terme sacral pour une église, donc domestique pour de l'habitat, tout ce qui touche à l'habitat. Et on aime beaucoup cette malléabilité finalement d'une spatialité, d'une substance, de quelque chose qui est relativement pragmatique, qui fait usage de valeurs qu'on rencontre tous les jours et qu'on connaît tous. Donc on en revient à cette question de culture. Ça, c'est le premier projet qui nous a permis justement de remporter les Swiss Art Awards à Bâle, qui s'appelait Domesticité, qui en fait la prise de conscience qu'une maison allait se faire démolie. Et puis de cette maison, on en a retiré une sorte, ou extrait un bout de façade qu'on a ensuite présenté dans un autre cadre. Ce qui nous intéressait en fait, c'était de récupérer cette notion du domestique. On connaît tous l'odeur de la maison des grands-parents, ou le tapis qui fait un bruit, ou le robinet qui goutte, et ainsi de suite. Et puis cette idée d'extraire en fait un bout de domesticité pour le remettre dans un contexte d'exposition. Il nous semblait être une manière de parler d'architecture justement dans un contexte un peu plus large. Donc là on voit justement le robinet extérieur, mais on voit aussi les détails de fenêtres, on voit qu'on arrive à constituer tout un jargon, un jargon aussi visuel lié à cette question domestique. Je parlais du tapis par exemple, avant on voit ce tapis jaune horrible qui me rappelle moi beaucoup de souvenirs, et on a tous un petit peu ces madeleines de Proust qui sont dans nos mémoires. Le deuxième projet, il parle moins de mémoire, mais beaucoup plus de la question de comment la domesticité, elle s'exprime sur l'extérieur, sur la ville, comment elle fait face à l'espace public, qui est, comme le logement, aussi un bien commun. Et puis on a eu l'occasion de faire une résidence d'environ 6 mois à Mexico, dans un contexte complètement différent, dans une culture aussi architecturale complètement différente. Et puis ce projet s'appelle International Receptionisme. On a cherché à générer une attention autour du logement et des façades avec différentes personnes. On voit ici par exemple cette façade qui est... Les propriétaires en fait repeignent quasiment les façades toutes les années, tous les 2 ans. Et puis ils font des réinterprétations assez étranges parfois de leurs bâtiments pour leur donner une nouvelle expression. Donc on a rencontré beaucoup de gens, à la fois des artistes, des sociologues et ainsi de suite, et puis on a tenté de discuter sous forme de petits congrès, d'échanges, ainsi de suite. Notre travail, donc vous revoyez cette façade que je montrais avant, un petit bout de cette façade que je montrais avant ici, notre travail l'a consisté de nouveau à extraire par des photos à 4, des différents moments, soit entre bâtiments, soit de rapport au sol et au socle, et puis de comprendre finalement cette échelle du chez-soi, cette échelle d'identité que donne chacun à sa maison, dans cet esprit domestique. Et la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a apposé différentes formes qui sont toujours en lien avec l'image, mais on a surtout traité cette notion de couleur, et puis on a essayé d'y apposer notre patte. Et puis après, comme toujours dans l'architecture, on jongle entre le réel, le bâti, et puis ces recherches patientes qu'on peut faire. Donc là aussi, on a de nouveau eu l'occasion de l'exposer. Alors là, on est repassé à une échelle grandeur nature. On a repris certains motifs, et puis
au Mexique, il y a cette tradition non seulement de peindre ces bâtiments, mais aussi de faire appel à des peintres en lettres, c'est-à-dire des gens qui savent faire de la peinture beaucoup plus précise, généralement pour faire des devantures. Et puis cette personne, elle a redessiné certaines images, donc on passe d'une abstraction à une figuration et ainsi de suite, qui nous intéresse beaucoup. Donc tout ça pour parler finalement de domesticité qui s'exprime vers l'espace public. Et le troisième, il concerne nos vitrines, donc dans notre bureau, qui est une notion d'accueil liée à la domesticité, qui ont plein pied sur l'espace public, chose qu'on voulait proscrire au départ du bureau en disant non, c'est des commerces et ainsi de suite qui doivent animer l'espace public, mais il se trouve que c'est tellement proche de la gare, c'est tellement bien placé et ainsi de suite, qu'on a quand même pris ces locaux et puis tout de suite on a dit ben, on va agir, on va essayer de mettre à disposition ces vitrines dans une interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis cette notion de l'accueil, elle est de nouveau très liée à l'habité. Alors là, c'est des bureaux, mais à la manière de vivre un espace tous les jours, et puis d'être d'accord aussi qu'il y ait des interventions externes qui se font. Donc là, vous voyez l'intervention d'un photographe, là d'un artiste qui fait une référence au moucharabieh de la mosquée qui est en face, mais aussi à lien avec le bureau, vu qu'il utilise ce scotch qu'on utilise très régulièrement, nous, pour travailler. Robert Irland, je crois que vous connaissez en partie, qui a fait des motifs des appareillages intérieurs de nos bureaux qu'il a mis en vitrine. Et puis finalement, ici, des interventions beaucoup plus juste d'extraction de certains moments, un peu dans cette ressemblance avec notre travail. Voilà, alors je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps de tout ce qu'on fait à côté de l'architecture. Maintenant, je vais rentrer sur les projets concrets, que je vais systématiquement mettre en lien aussi avec une recherche originale systématique. Donc le premier projet, c'est un très gros projet de logement à Genève, qui s'appelle l'écoquartier de la Jonction. Je vais cibler en particulier sur la question de la coopérative d'habitation de la CODA. Coopérative d'habitation, ça parle à tout le monde? Oui, c'est une manière d'investir en groupe, qui est extrêmement intéressante parce qu'on connaît les futurs habitants, mais qu'il n'y a aucune spéculation financière qui se cache derrière la question d'habiter. Et puis ça, en lien avec un projet qui s'appelle Chez nous, dont vous voyez ici une image, où on demande à chaque collaborateur qui vient au bureau, dans la première semaine de son arrivée, de faire le relevé de son appartement, justement de cette idée de le connaître un peu mieux, puis de connaître la domesticité qui vit au quotidien. Donc là, vous voyez une esquisse, et puis ça donne ça quand on les met en lien. Et cette notion du chez-soi, elle est, ou chez nous, dans ce cas-là, vu qu'on parle de l'échelle du bureau, elle est pour nous extrêmement intéressante dans la compréhension finalement de la diversité, de la démultiplication possible. Et ça, de nouveau, pour moi, c'est question de culture du bâti, de culture de l'habité. Il y a une richesse extrêmement folle dans l'architecture liée au logement, vu que ça touche tout un chacun. Dans le projet que je vais vous montrer, on a fonctionné un petit peu de la même chose. Donc je repars de cette échelle qui est l'échelle du logement, avec, je reviendrai dessus, mais des logements aussi très particuliers qui vont du 3 pièces au 26 pièces. Là, vous voyez un petit peu des exemples de cette diversité. Vous voyez aussi systématiquement ce qu'on appelle, nous, un type, une typologie, ça veut dire une déclinaison sur un système identique, un système spatial identique. J'aurai aussi l'occasion de revenir dessus. Mais ce travail entre la pratique et la recherche est pour nous fondamentale, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de limite entre l'un et l'autre dans notre travail. L'intérêt de travailler à l'échelle de l'appartement, elle est toute relative quand on regarde la ville, quoi. Et puis, un des grands enjeux pour nous dans notre travail, c'est de créer cette diversité des types d'habitat, des modes de vie, et de les ramener à des formes qui sont finalement simples, qui permettent de dialoguer à une échelle beaucoup plus vaste. Donc là, on voit le site, c'est le site d'une ancienne friche industrielle et culturelle, qui s'appelait Artamis. Il y avait d'abord la production d'énergie, la première production d'énergie genevoise qui était sur ce site, puis à partir des années 90, une sorte de basculement vers un lieu culturel alternatif, comme on peut connaître ça à Christiania, par exemple, à Copenhague, et ainsi de suite. Et puis une localisation en plein centre-ville, donc il y a la gare ici, le lac, le Rhône, et puis une nécessité de créer un projet avec 3 voire 4 immeubles du bâti existant pour environ 330 logements, et puis des programmes au rez-de-chaussée. Donc on a pris cette opportunité suite à un concours dont on a été lauréat en 2010 pour vraiment développer cette thématique de la domesticité. Donc je vais la passer en revue. Donc je l'ai dit, c'est trois
clients différents qui construisent du logement. Il y a encore 3 clients qui se cachent, soit dans les sous-sols, soit dans les aménagements extérieurs, et ainsi de suite. Et puis ici, un 4e bâtiment d'une crèche qui est réalisé par un bureau de confrères suite à un autre concours. Là, l'intérêt de créer, de générer du logement, pas dans la répétitivité, mais dans la démultiplication des expressions et dans la démultiplication des appartements et des modes de vie, quoi. On s'est rendu compte que dans notre société, finalement, une famille, papa, maman, 2 enfants, comme on dit traditionnelle, c'est environ 20% de la population. Et puis, pour tout le reste, il y a finalement la même offre que pour cette offre traditionnelle, de famille traditionnelle, pardon. Et on s'intéresse en fait beaucoup à ces franges, à ces niches dans l'architecture du logement. Voilà ce que ça donne dans son intégration dans la ville. Donc on voit les 1, 2, 3 bâtiments, là la crèche en construction. C'est des bâtiments qu'on appelle frères et sœurs, ça veut dire qu'ils ont une sorte d'ADN qui est commun. Ils ont le même type de structure, ils ont les mêmes types de façades en bandeaux, non porteuses, ils ont les mêmes modèles constructifs, avec des façades en ossature bois, une structure en béton, ils ont des principes qui sont traversants avec des rez-de-chaussée qui sont commerciaux, et ainsi de suite. Et surtout, entre eux, ces 3 frères, ils définissent des espaces extérieurs qui sont presque plus importants finalement que le bâti. Donc ils donnent une vraie contribution à l'espace public. Et de nouveau, c'est extrêmement intéressant de voir qu'à l'échelle de la ville, je pense qu'il y a environ 3/4 des bâtiments qui sont dédiés au logement, le quart restant étant plutôt pour du bureau, puis après il y a quelques exceptions, l'église, l'école et ainsi de suite, ces projets plutôt publics. Donc la masse de la ville, elle se crée par l'habitant, elle se crée par le logement. Ça c'est en tout cas notre thèse. Oui, pardon. Donc je vais parler plus spécifiquement de ce projet-là, qui est le plus emblématique dans la manière de sa planification et puis dans sa résultante architecturale, sachant qu'il y a eu les futurs habitants, ils étaient partis du processus, donc ils étaient là déjà en stade d'avant-projet, et puis ils ont pu participer et influer sur l'évolution des plans et ainsi de suite. Voilà ce que ça donne au niveau de l'espace public et puis dans les étages. Donc tout ce que j'ai dit avant, c'est ce bâtiment dont je vais vous parler, mais chacun des bâtiments travaille à articuler des espaces intérieurs à une échelle plutôt d'immeuble, et puis des espaces extérieurs à l'échelle du quartier. Ça, c'est le travail qui nous motive particulièrement, justement, avec ces questions de logement. On le représente généralement de cette manière. On va soit du tout public au tout intime, ou du tout privé, ou inversement, la fenêtre pourra aussi aller dans l'autre sens. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu ces différents passages, ces différentes échelles de la collectivité, sachant que ce qui nous intéresse, nous, dans le logement, c'est pas l'individu, c'est la notion de collectivité liée aux individus qui la composent. C'est une petite nuance que je trouve est relativement importante. Donc là, on passe des seuils successifs, des seuils de privacité successifs, du quartier à l'immeuble, au palier, à l'appartement et à la chambre. Voilà ce que ça donne quand on se réfère à l'échelle du quartier. Donc on revoit ces 3 immeubles avec cette grande espace central dédié à la mobilité douce puis aux activités de quartier. On voit ces autres espaces intermédiaires justement à l'échelle d'un immeuble qui sont un étage plus haut dans ce cas de figure, et puis des aménagements diversifiés sur les toitures. À l'échelle de l'immeuble, la cour intérieure, les potagers que vous avez vus, ils se trouvent plutôt là au-dessus. Différents équipements aussi comme des pergolas et ainsi de suite, et puis justement la participation elle nous amène à faire des choses parfois un peu étranges et un peu bizarres, mais qui nous plaisent beaucoup dans cette notion de collectivité et puis de transformation un petit peu des usages classiques dans le logement. Ensuite on passe sur ce type d'espace là, donc on voit contre le bâtiment, qui sont des coursives, où il y a 2 escaliers, un ici et un là, qui se cachent, et puis qui distribuent environ 8 appartements par étage, de nouveau dans cet esprit de collectiviser les questions et les programmations domestiques. Voilà ce que ça donne à l'échelle de cette coursive distributive, qui est largement plus large que les 1,20 m réglementaires, là elle fait environ 2,80 m, qui permet justement une appropriation assez riche, et pour moi l'architecture du logement c'est aussi ça, c'est de créer une architecture qui permette de donner de la place aux usages,
et à la population qui les vit. Donc c'est une forme pour l'architecte de lâcher prise. On connaissait la figure de l'architecte très, très rigide dans ce qu'il offre. Nous, on a plutôt cette tendance, je dirais, elle est probablement un peu contemporaine, mais aussi de laisser faire, mais tout ça naturellement dans un contrôle qui reste architecturalement très, très précis. La relation qu'on peut avoir entre la coursive et l'intérieur, on passe ce seuil supplémentaire dans la privacité, dans l'exposition aussi à la collectivité, et puis finalement la chambre qui, elle, est complètement protégée, mais qui redonne sur la grande échelle du quartier. Voilà aussi ce qui nous intéresse dans cette notion de domesticité, c'est qu'on n'est pas lié qu'à une échelle, on n'est pas lié à un moment, dans des temporalités qui sont figées comme dans une école par exemple. On aime les saisons, on aime les semaines, on aime les journées dans ce travail et ces questions qu'elles apportent à l'architecture. Voilà, je vais revenir sur 3 échelles qui sont plutôt focalisées sur cet immeuble orange. Qui sont celles du quartier, de trouver quels usages, donc savoir quel programme on a à disposition pour travailler cette échelle-là, et puis générer des proximités, des collectivités qui ont des échelles et des tailles différentes. L'immeuble, où là, il y a déjà un contrôle de qui y accède, et ainsi de suite, puis finalement le palier qui met en relation entre 5 et 10 personnes, ou 10 ménages. Donc ça, c'est à l'échelle du quartier. On revient sur ces 3 immeubles. Comme je vous disais, ils ont un ADN qui est collectif, qui est commun, ils ont tous des passages, qui ont des couleurs aussi, des coloris différents. Ils ont tous à cette échelle de quartier des activités qui sont des activités commerciales. Et puis ils trouvent un lien avec les différentes cages d'escalier. Là il y en a 4, là il y en a aussi 4, et là il y en a aussi 4, qui permettent ce premier seuil entre le public et le collectif. Dans la programmation, ce qui a été important pour nous sur ce projet-là, mais je pense de manière assez générale dans la ville, c'est de pouvoir empiler les différents programmes, de pouvoir donner des choses invisibles, c'est de la logistique, c'est des parkings, je reviendrai dessus, des éléments qui sont justement en lien avec l'espace public, qui nécessitent des interactions très fortes, et puis des zones plus protégées, justement, qui sont à l'échelle d'un immeuble, un immeuble qui fonctionne parfois en système de cours, parfois en système de bar, qui justement permettent une modulation beaucoup plus fine des questions domestiques. Vous voyez aussi là les accès, là les espaces communs sur lesquels je reviendrai, puis vous avez vu déjà avant la notion d'occupation des toitures, qui sont un petit peu le pendant du commerce espace public. Il y a le logement et ses espaces collectifs. C'est comme une petite ville en fait. Donc voilà ce qu'on trouve au sous-sol, pas forcément très intéressant dans ce cas-là, des dépôts patrimoniaux pour les musées de la ville de Genève, des parkings, et puis au rez-de-chaussée, on a mis en place avec les différents investisseurs un appel à projet pour éviter d'avoir le McDonald's, Starbucks et puis la Migros, et puis d'avoir un quartier, donc toute cette offre existe à proximité, donc il y a l'envie de créer une identité de quartier par différentes fonctions, et puis d'avoir par un appel à projet différents types de commerces qui s'investissaient aussi dans cette identité de quartier, donc qui amenait une domesticité, mais une domesticité pas forcément par le logement, une domesticité, une envie de vivre, d'amener du vécu sur le site. Donc voilà ce que ça donne à l'échelle d'un immeuble. Vous voyez ici différentes arcades sur lesquelles, il y en a je crois 13 ici, sur lesquelles on a parfois travaillé en tant qu'architecte, parfois on les a laissés dans un état brut, un petit peu comme ça se fait dans n'importe quelle rue commerçante. Des tailles aussi de commerce très très différentes. Il y a ici un petit fleuriste, il y a ici un musicien qui a une boîte de répétition et qui donne des cours de musique, et puis il y a ici une partie beaucoup plus culturelle qui est la médiathèque de la ville de Genève. Donc voilà ces passages publics dans lesquels il y a aussi des affectations. C'est important pour nous de donner un sens, de donner un programme à tous ces espaces, même s'ils sont uniquement distributifs. Donc ils sont surdimensionnés pour accueillir des vélos, mais visiblement ils sont aussi surdimensionnés, et ça on ne le prévoyait pas à l'avance, pour des jeux d'enfants quand il pleut dehors, par exemple. Je sais qu'ils ont aussi posé un panneau de basket sur un autre poteau. C'est des choses qui nous plaisent, c'est cette notion d'appropriation d'espace public.
Ensuite, justement, des arcades, la fleuriste, on va pas passer longtemps dessus. Des bureaux, les bureaux de la coopérative, de la CODA. Des restaurants, cafés, et des commerces plutôt alternatifs, ici en vrac. On passe à une échelle suivante, c'est l'échelle de l'immeuble. Là, vous voyez en bleu les espaces collectifs, il y en a une quinzaine à l'échelle de cet immeuble de 120 logements. Ça, c'était une volonté de la coopérative, c'était une volonté aussi des futurs habitants, d'avoir une offre à côté du logement, une offre complémentaire, si on peut dire, à la fois de salles polyvalentes communes, d'espaces, ici ils ont l'espace d'association, ils ont un espace pour les enfants, une sorte de ludothèque. Il y a ici la chambre à lessive, je reviendrai dessus, avec aussi tout un atelier de couture, du troc. Et puis il y a ce qu'on appelle nous des pièces blanches, des pièces qui ont très longtemps dans le projet été laissées vierges, et puis qui ont été utilisées, qui ont été programmées par les futurs habitants. Et puis ces pièces, elles ont aussi la possibilité de se relier à un appartement, je reviendrai dessus par la suite. Donc tout un panel d'activités qu'on ne veut pas forcément dans son logement, qui participent justement à cette identité collective. Voilà, là on voit un petit peu un panel de ces espaces. Ça va de la salle de musique justement à la ludothèque en passant par l'atelier et la salle commune, mais ça comprend aussi tous ces espaces extérieurs, une pergola, un lieu d'arrosage et de compostage pour les potagers, cette cour centrale qui est en lien justement avec la salle commune. Donc toujours cette notion d'être dans une ville et puis de créer une domesticité, pas que par le logement, mais aussi par toutes ces fonctions annexes. Ces fonctions annexes, pour nous, il a été important, et il est toujours important qu'elles aient des multiples fonctions, que la buanderie, ça ne soit pas juste la buanderie, l'endroit où on lave son linge, mais qu'elle puisse aussi devenir justement le lieu de repassage, d'étendage, elle puisse aussi devenir l'endroit où on raccommode, elle puisse être l'endroit du troc, et ainsi de suite. La même chose pour la serre, la pergola, la salle commune, et ainsi de suite. C'est un des éléments qui nous motive beaucoup à travailler dans cette échelle collective du logement, c'est à donner une offre qui est multiple. Voilà, là on voit l'exemple justement de la buanderie, à la fois dans une batterie de machines à laver et de sèche-linge comme on peut les connaître à l'échelle de grands immeubles, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des machines qui sont spécialisées par exemple pour les duvets et ainsi de suite. Il y a ici un espace de troc qui a été investi par les habitants, et puis de l'autre côté, en lien justement avec plutôt l'étendage, l'atelier de raccommoderie. Donc vous me direz, pour l'instant je ne vous parle pas du tout de logement, mais tout ça est annexe, et puis tout ça fait partie justement de cette manière de vivre ensemble. Un autre élément qui a été important pour nous dans ce projet, c'est la ressource que sont les habitants. Donc on connaissait les futurs habitants très en amont du projet. Ça c'est à la fois rare et précieux. C'est rare parce qu'il y a peu de coopératives qui le font, et encore s'il y a quelqu'un qui le fait, c'est des coopératives généralement justement qui ont des membres et puis qui ont des coopérateurs qui s'investissent dans les différents projets qui sont développés. Donc là c'était environ 120 ménages qui ont participé activement au développement du projet. Et puis ouais, c'est précieux parce que c'est une ressource. Ça nous évite, nous, dans nos bureaux d'architectes, de travailler tout seul, puis de se dire « Ah, ça va être super, cet appartement, il va fonctionner comme ça », puis ensuite, quand les gens y rentrent, ils disent « Ouais, mais le poteau, il n'est pas au bon endroit », ou « La porte, pourquoi vous ne l'avez pas mis là ?» En tout cas, en tant qu'architecte, on connaît très bien cette rhétorique de quand on livre quelque chose, qu'on a l'impression qu'il y aurait pu avoir beaucoup d'opportunités d'optimisation dans un processus avant de construire. Donc là vous voyez, alors ça s'est fait à l'échelle de l'immeuble de la CODA, mais ça s'est aussi fait à l'échelle du quartier. Là vous voyez la fête de la CODA justement qui se fait là sur la place centrale. Donc il y a toujours ce lien entre le public et le privé, entre l'intime et le partagé. Ça fonctionne comme ça, ou en tout cas dans le cadre de ce projet, ça a fonctionné comme ça. L'architecte, il est en fait un moteur dans la participation pour faire sortir des avis, pour rendre actifs les habitants, et puis qui crée une identité, non seulement de voisinage, parce que tout d'un coup ils connaissent leurs voisins avant d'être réellement physiquement voisins, et puis ça permet de développer aussi des thématiques que nous on aurait peut-être délaissées, typiquement les espaces extérieurs, les espaces collectifs et ainsi de suite, le choix des matériaux. Donc ils travaillent parfois par groupe, sans architecte, ils travaillent parfois en atelier avec un architecte, et puis ils travaillent encore sous un autre modèle qui est beaucoup plus grand, qui est de la plénière, qui est de l'ordre de je présente quelque chose, et puis où les habitants présentent quelque chose, et puis les choix qui sont
décider collectivement se font de cette manière-là. Donc, ce qui est de nouveau intéressant, c'est que cette notion de voisinage liée à l'habitat, à la collectivité, elle se fait dans des groupes de personnes très différents, de tailles très différentes. Il y a quelques règles, naturellement pour les architectes, pour aboutir à un projet qui tient encore ensemble. Donc il y a ce qu'on appelle des choses qui sont des fonds de scène. C'est un peu comme au théâtre, c'est des choses qu'on ne peut pas discuter, qui sont toujours là. Ensuite, il y a des scénarios qu'on discute sur le moment. Je ne sais pas, par exemple, je dis l'emplacement de la cuisine. Et puis il y a des scénarios qu'on discute plus tard, par exemple le choix collectif des revêtements de sol, je dis n'importe quoi. Et puis il y a forcément quelques règles. Il y a non seulement une charte entre les habitants qui permet d'éviter d'aller sur des pistes glissantes, de poser des points au niveau du respect, au niveau des enjeux collectifs. Et puis, il y a une décision qui se fait toujours par 2/3 des voix. Si on doit voter, on essaye toujours de ne pas voter, mais quand on doit voter, le but est de pouvoir avoir le double de personnes qui sont pour que contre. Sachant que la minorité ou la majorité est toujours silencieuse et la minorité se fait toujours entendre. Voilà quelques règles. Et puis, pour illustrer à l'échelle de l'appartement, justement dans ces questions de domesticité, les choix qui ont été possibles, donc c'est toujours des choix collectifs, ou un panel de choix collectifs qui permet à chaque individu de faire ses choix individuels. Donc c'est pas chacun qui choisit sa cuisine, c'est pas chacun qui choisit son parquet, et ainsi de suite. Il y a d'abord ces discussions qui se font en groupe pour qu'ensuite il puisse y avoir une sorte de questionnaire à choix multiples où chacun coche ses envies. Donc sur 120 appartements, ça génère aussi 120 appartements qui sont différents les uns des autres. Donc ici c'est un peu le jeu des erreurs, mais vous voyez différentes thématiques, donc c'est 3 fois quasiment le même appartement à des étages différents. Il y avait possibilité de définir où se situait l'entrée. Il y avait possibilité de choisir l'emplacement de la cuisine. Il y avait possibilité de définir aussi la profondeur des chambres pour générer un sous-espace un petit peu différent selon le cas de figure. Et puis, pour autant qu'on s'entende avec son voisin, pour ne pas avoir 2 loggias l'une à côté de l'autre, il y avait la possibilité de faire sauter la loggia sur une chambre ou l'autre. Et puis après, là, on ne le voit pas, mais il y a oui, on le voit qu'à moitié, il y a toute la question de l'emplacement des portes. C'est typiquement ces questions où je trouve que l'architecte n'a pas à définir lui-même la meilleure place. Si on souhaite mettre une commode derrière et puis un lit de l'autre côté, la porte elle est mieux au milieu. Si on souhaite plutôt vivre avec un double lit, la porte elle est mieux contre la cloison. Et ça, c'est des questions qu'on a pu discuter avec tous ces habitants. Alors, vous me direz, et puis ça, dans 20 ans, quand les gens déménagent, bah oui, dans 20 ans, quand les gens déménagent, on reprend l'appartement de quelqu'un qui l'a façonné à sa mesure. Mais malgré tout, il y a 20 ans qui sont passés, et tout ça étant de la cloison légère, c'est aussi des choses qui peuvent se modifier au fil du temps. Donc ça se décline sur un même type d'appartement, mais ça se décline aussi dans des tailles d'appartements différentes. Je parlais de typologie, donc de types qui se déclinent, et là on voit exactement la représentation de ces différents types sur un 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces. Ceci a été possible, peut-être je reviens d'abord là, parce que l'autre est très abstrait, ceci a été possible en fait par un système structurel qui est ponctuel, qu'on voit, qui parfois disparaît dans les murs, parfois articule le plan, et puis après une façade légère, comme j'ai dit avant, avec un remplissage en bois, et puis des cloisons avec un enduit en argile, qui sont des cloisons légères, qui permettent justement au niveau de la planification beaucoup de liberté. Donc ça on l'a représenté de cette manière-là. Les différentes couleurs, je ne sais pas si on les voit très bien, mais les différentes couleurs représentant chaque fois un étage différent. Donc par exemple le violet au premier, le rouge au deuxième, le bleu au troisième et ainsi de suite. Et puis les points et les éléments qui créent une verticalité, qui sont justement ces invariants, qui sont les cages d'escalier, la structure. Et ici, le même principe, mais pas avec les cloisons, avec les espaces de sanitaires qui gravitent autour d'autres verticalités qui sont les gaines. L'autre élément qu'on a pu mettre en place à l'échelle de ce projet avec les futurs habitants, c'est la question d'un habité un petit peu différent. Donc je vous ai parlé avant de 2, 3, 4, 5 pièces, ça c'est des appartements je dirais classiques, mais là on est allé jusqu'à décliner environ 13 appartements, 13 ou 14, qui permettent des modes de vie complètement différents, je vais vous les présenter un petit peu. Et là, on va jusqu'à des appartements justement où il y a 26 pièces, donc potentiellement 26 personnes qui vivent ensemble sous des formes communautaires et puis de co-living, de colocation.
Au niveau architectural, c'était extrêmement intéressant de pouvoir utiliser des endroits ou affecter, programmer des endroits qui sont parfois un peu plus compliqués à dessiner quand on fait du logement, qui est quand même quelque chose de très normé, de très standardisé. Donc on a profité en fait de la surprofondeur de certains éléments, on a profité aussi de ce qu'on appelait cette galette, cette partie basse du bâtiment, qui nous a permis non seulement de créer des trous, mais aussi de jouer dans ces profondeurs potentiellement sur différents étages. Alors, les habitants, il faut s'imaginer qu'ils étaient là avec nous. C'est pas une invention d'architecte, c'est une demande. C'est d'abord, et c'est ce scénario que je voulais vous présenter en premier, c'est d'abord 3 couples de seniors qui étaient coopérateurs dans cette coopérative, et puis qui participaient, puis qui disaient « ouais mais nous, on a 65 ans, les enfants sont partis, on s'imagine encore une quinzaine, une vingtaine d'années dans cet immeuble, est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose de spécial ?» Et puis les gens, en se connaissant, en la participation, en devenant ces voisins qui sont physiquement pas encore des voisins parce que l'immeuble n'est pas construit, ils commencent à s'agréger les uns avec les autres, et puis là, ces 3 couples, ce qu'ils ont fait, ils ont fait émerger cette idée de cluster qu'on connaît un petit peu dans les cas zurichois, qui sont finalement des appartements dans des appartements. Donc ces 3 couleurs représentent des parties privées dans un appartement qui est plus grand, qui a sa porte d'entrée ici et puis qui prend toute la taille. Et puis ce scénario de personnes, de seniors qui se mettent à colloquer ensemble, il est extrêmement intéressant parce qu'il possède un 3 pièces et demi, mais là on voit que 2 pièces, donc, ou un 3 pièces plutôt ici. Donc ces 2 pièces qui leur appartiennent, ils en renvoient une dans l'espace collectif, dans l'espace commun qu'ils partagent avec les 2 autres couples. Et puis leurs besoins, et c'est là où je parle de scénario, c'est des personnes âgées, ils reçoivent parfois des petits-enfants, ils voulaient avoir une chambre qui pouvait être dédiée, ils voulaient aussi potentiellement pouvoir recevoir des soins à un endroit dans leur appartement. Donc ils ont demandé cette chambre d'amis, ou cette chambre supplémentaire qui est à multi-usage. Et puis, sinon, l'autre chose qu'il faut voir, et c'est sur le cas de tous les autres scénarios, donc je vais le décrire qu'une fois, ils ont systématiquement donc une sorte de porte vers leur espace privatif avec une salle de bain, une petite kitchenette, et puis ensuite ils ont toujours 2 espaces, il y avait possibilité d'enlever certaines cloisons pour le vivre de manière différente, puis ils ont un petit espace extérieur aussi, sachant que l'espace collectif extérieur, il est aussi ici. Donc il y a une sorte d'autonomie comme ça, dans cette notion de domesticité partagée, de domesticité collective. Il y a malgré tout une autonomie, je dirais, de 24 à 48 heures, si on n'est pas de bonne humeur, si on n'est pas bien, si on veut voir personne, et ainsi de suite, dans sa petite cellule privative. Mais tout le reste se passe à l'échelle collective, une grande cuisine, une grande table, un grand salon, différents espaces, et ça c'est de nouveau cette typologie qu'on a mis en place, ce type d'appartement très méandreux, comme ça il permet beaucoup de niches et beaucoup d'appropriation. Il donne aussi une échelle au logement qui est pour nous complètement nouvelle, sachant qu'on sort du 60 mètres carrés, du 80 mètres carrés pour passer à des choses qui font 120, 180 et plus. Voilà un autre scénario de jeunes couples qui sont plus étudiants, qui sont déjà qui travaillent, il y a souvent des indépendants qui se sont mis ensemble. Ils voulaient un scénario d'appartement sans enfants. Vous verrez qu'après il y a une petite exception ici. Donc c'est ces 5 ici, qui voulaient aussi pouvoir travailler à la maison. Donc ils ont généré un espace protégé pour travailler. Et puis sinon, ils ont de nouveau le même principe, le même système de fonctionnement intérieur individuel. Une cuisine, là vous voyez un dédoublement par exemple des frigos, des plaques et ainsi de suite. Vous voyez aussi plusieurs entrées, une entrée ici, une deuxième entrée là, il manque une flèche. Et puis un KGB partagé pour les éléments de la collectivité. Puis ce qui a été intéressant dans ce dispositif-là, c'est que tout d'un coup, il y a une famille avec 2 adolescentes qui s'est greffée en créant une porte supplémentaire là. Donc ils possèdent malgré tout leur entrée séparée, mais ils sont aussi en lien. Et puis tout d'un coup, ce scénario de base de dire on veut pas d'enfants, c'était tout à fait possible avec les ados. Et puis les ados, quand on les rencontre, elles disent c'est génial, on a une dizaine de parents. J'imagine que ça leur donne beaucoup de liberté. Voilà un autre scénario d'une famille patchwork qui se remettent ensemble. Alors là, c'est 2 patchwork différents qui colloquent. Une à chaque étage, avec potentiellement des besoins qui sont très différents. Là, il y a un ado qui vient de temps en temps, il y a des enfants qui sont là une semaine, il y a des enfants qui sont là le week-end et pas l'autre, et ainsi de suite. Donc ça permet beaucoup de diversité. Et puis la question de travailler en duplex, elle permet d'avoir malgré tout une sorte d'intimité des uns et puis une sorte d'intimité des autres, tout en gardant des espaces collectifs avec une cuisine, ici aussi une chambre d'appoint
avec une entrée séparée, donc il y a une entrée en bas, une entrée en haut, et puis un espace collectif mutualisé. Moi, de nouveau, ce qui m'intéresse, c'est cette question de faire sauter un peu l'échelle de la domesticité traditionnelle qu'on peut connaître, et surtout de répondre à un besoin qui est fondamental aujourd'hui dans notre société, qui est lié à ces questions de nouveaux modes de vie émergents. Voilà ce que ça donne. Je vais vous présenter beaucoup plus rapidement deux autres projets à des échelles un petit peu différentes. Une sur une coopérative de logement pour étudiants à Genève, et puis un autre d'un immeuble collectif qui est là, lui, pas une coopérative. Donc je vais commencer par celui-là. Il est en lien justement avec ce travail théorique qui s'appelle People as a Star, donc vous voyez ici une image. Et puis il traite de diversité, en fait, de comment créer dans un rythme, dans un modèle de cellules individuelles, de la diversité. Donc il y a eu un travail qui a été fait par mon associé qui est photographe, d'aller visiter pas mal de jeunes personnes qui vivent en colocation, pour se rendre compte que leur chambre, c'est finalement beaucoup plus qu'un lieu où on dort, c'est un lieu en travail, c'est un lieu potentiellement où on reçoit différentes personnes, c'est un lieu où on a des activités justement dans cette notion d'appartement dans un plus grand appartement. Alors ici ça se fait à l'échelle d'une cellule pour du logement d'étudiants. Et puis ben ça de nouveau, cette recherche-là, elle a un lien assez fondamental avec ce qu'on a pu créer. Donc vous voyez une cellule ici de cet immeuble pour étudiants, une septantaine d'étudiants qui vivent dans une dizaine d'appartements. Ouais, je reviendrai dessus, mais généralement à 10-12 par appartement. Et puis ben, la cellule, elle est finalement relativement primitive, elle a 4 murs, elle a un sol qui est vert, elle a un plafond immaculé, un point lumineux, et puis elle a une grande fenêtre. Et ce travail sur la position de la fenêtre, surbaissée, surélargie, elle permet avec très très peu de moyens une très grande appropriation, à la fois un coin de lecture, tablette de lit, je sais pas, et ainsi de suite. Et puis ben, elle est avec la porte finalement quasiment le seul outil architectural qui nous permet de diversifier une chambre de l'autre et puis de créer une répétitivité justement qui permet de travailler ensuite sur la collectivité. Donc vous voyez cette répétitivité d'une cellule un peu presque monacale, qui prend beaucoup de linéaires de façade aussi, vu qu'on doit garantir de l'air et du jour. Et puis des espaces interstitiels au milieu qui sont à la fois un lien fort, vous le verrez, avec un vide et un escalier qui se relie avec l'escalier qui vient du dessous. Donc on monte, puis on arrive là. En bas, on trouve les espaces de jour, cuisine, salle à manger, entrée, sur une grande coursive qui est de nouveau collective. Ça, c'est donc à l'échelle d'un appartement d'environ 10 chambres. Un petit salon. Ici, il y a un modèle de chambre à l'étage qui est partagé encore par un corridor qui est une salle de bain. Puis quand on monte en haut, il y a des espaces en niche qui sont également collectifs, à la fois des espaces de travail, de stockage, d'appropriation libre. Et puis de nouveau, ces cellules, ou 3 cellules, se partagent une salle de bain. Donc une manière de vivre en collectivité que je trouve extrêmement intéressante, qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais qui permet de développer une architecture, à la fois une spatialité, une diversité dans la répétitivité, qui est extrêmement intéressant. Là, vous voyez la cage d'escalier qui ici arrive avec l'ascenseur sur la coursive, et puis à l'étage, la possibilité par le rajout simplement de 2 portes, de créer une sorte d'appartement ouvert. On a une 3e porte ici qui permet de relier les 3 appartements à l'étage. Donc ces 3 appartements, on les trouve là, 1, 2, 3, et puis en bout de coursive, moins exposés à la collectivité, 2 appartements pour étudiants avec enfants. Ça, c'était aussi une demande qui est venue dans la participation, dans les discussions, de dire qu'il n'y avait pas que des étudiants qui étaient tout seuls, ils sont souvent en couple, et il y en a certains qui ont des enfants. Donc, je vais passer rapidement à travers ce projet. Dans cette spatialité justement, la répétitivité d'une cellule et puis ce système très libre en rouge d'appropriation collective. Dire aussi que pour générer cette diversité dans l'architecture, il y a besoin de quelques fondements, justement quelques invariants. Là vous voyez une structure qui associe
béton, acier et bois, dans l'idée d'utiliser le bon matériau au bon endroit, mais surtout de se laisser une diversité ensuite dans les cloisons légères pour répondre à un besoin en termes de planification. Après, naturellement, quand les choses sont construites, elles sont construites, mais ça pourrait être l'état de nouveau dans 30 ou dans 40 ans, quand on revient partiellement en arrière, et penser cette réversibilité-là peut se faire quasiment qu'au contact des futurs habitants. En tout cas, c'est ce que je prétends. Voilà, donc là je vais passer dans quelques espaces collectifs, donc ce système de colocation aussi d'espaces qui permettent des appropriations assez multiples, dans une profondeur qui est relativement importante, qui n'est pas classique, qui va vers les 16-18 mètres, même avec la coursive. Et puis là, cette amorce de travail en coupe, de travail dans la hauteur autour d'un vide. Et puis ce vide, quand on retourne quelques années plus tard, on voit qu'il est utilisé de manière extrêmement intéressante, je trouve. De nouveau dans ce lâcher-prise de l'architecte qui n'aurait jamais planifié quelque chose de ce type-là. La cuisine, de nouveau avec une démultiplication des fonctions, des éviers, des plaques, des frigos et ainsi de suite, puis surtout un lien très fort avec la coursive. Cette coursive qui, elle aussi, est surdimensionnée, là encore plus que dans le premier exemple que je vous ai montré, environ 3 mètres, qui permet vraiment une vie collective à l'échelle du palier. Voilà ce que ça donne cette notion de répétitivité en lien avec les espaces de collectivité, de manière assez caricaturale, je dis, sur le parc, et puis de manière beaucoup plus nuancée dans des agencements de façades qui ont certaines fenêtres un peu plus grandes pour les salons, mais sinon qui ont exactement toujours le même type de fenêtres pour assurer cette répétitivité, je dirais presque démocratique à chaque cellule. Et puis au rez-de-chaussée, de nouveau, l'ambition de générer un autre programme, ici aussi à l'échelle du quartier, sachant que c'est tout un nouveau quartier qui s'est développé, environ 1700 nouveaux habitants. Donc nous, on est une goutte d'eau avec nos 70 habitants, mais l'idée de pouvoir générer un rez-de-chaussée qui est commercial. Voilà le dernier projet que je voulais vous présenter, qui n'est pas une coopérative, lui, mais c'est aussi intéressant de pouvoir transposer ces questions de collectivité à une échelle qui est beaucoup plus, je dirais, classique, beaucoup plus traditionnelle dans le logement. Aussi sans participation sans aucune participation des futurs habitants sur cet immeuble-là, sachant que c'est des privés qui construisent un petit immeuble pour ensuite louer des appartements. Et ces questions, vous verrez, d'atmosphère aussi domestique, elle est à la fois à l'intérieur, mais aussi de nouveau à l'extérieur, un petit peu dans ce même travail qu'on avait pu faire au Mexique, de savoir aussi ce que ça génère d'habiter dans la ville. Et un travail qu'on a mené, nous, de recherche, dans cette notion de recherche patiente, qui s'appelle Chambre Noire, qui s'appelle Chambre Noire tout bêtement parce qu'on a repris des projets de concours qu'on n'avait pas gagnés, on les a mis dans ces espèces de chambres noires, dans des maquettes qu'on a volontairement déformées, pour régénérer des images, qui sont des images un peu étranges de la domesticité, qui déforment certains points de vue pour les accentuer, qui sont un travail très conceptuel, mais qui nous a beaucoup aidé, vous allez voir, dans la formalisation du projet que je vais vous expliquer. Donc voilà, bêtement par des déformations, on arrive à révéler un noyau, on arrive à révéler une forme qui n'est pas orthogonale, et ainsi de suite, des matérialités très très différentes entre la façade et puis le cœur de ce noyau, par exemple. Et puis ce travail nous a permis, en fait les choses se font indépendamment les unes des autres, mais ce travail étant arrivé, je ne sais pas, 3-4 ans avant le projet, vous verrez, on est ici sur une parcelle qui est triangulaire, qu'on nous demandait de bâtir à 100% de ses capacités. Et puis cette forme triangulaire, elle nous posait beaucoup de problèmes justement géométrie et ainsi de suite, puis on est retourné sur ces maquettes qu'on avait pu travailler quelques années avant pour finalement se décomplexer d'une forme triangulaire, de plusieurs formes triangulaires pour les espaces de jour, et puis de cellules de nouveau orthogonales pour les chambres. Donc là on voit ce plan, complètement contraint par une parcelle résiduelle, complètement aussi contraint par l'emprise au sol qu'on pouvait générer, 140 mètres carrés, pour créer le plus d'appartements possible, si possible petits. Donc on voit 2 plans ici qui ont un 2 pièces puis un 3 pièces. Et puis le truc a été, dans cette domesticité, dans cette idée de collectiviser aussi certains éléments, l'idée a été de sortir la cage d'escalier
de l'enveloppe, comme ça on évite de perdre 10 à 15 ou 20 mètres carrés par étage, c'est grosso modo quand même 10 ou 15% du plan, et de pouvoir générer justement, vous verrez, une très forte expressivité du volume. Donc il y a un ascenseur central qui permet d'entrer dans les deux appartements, et puis il y a une sorte de sortie ou de deuxième entrée qui se fait ici dans un espace d'entrée, si on veut, qui distribue chambre, salle de bain, et qui permet d'aller sur le salon et sur la cuisine. Et puis ici on a un peu le même dispositif, mais qu'avec ces deux triangles assemblés, un petit peu comme une forme de fractale, qui justement permettent d'avoir un 2 pièces. Et puis après, il y a deux étages un peu particuliers, un qui fonctionne avec un 5 pièces et demi, et puis un autre avec un 4 pièces et demi. Donc au-delà de cette recherche de diversité dans le plan, et puis d'atmosphère très particulière pour le logement, ça génère aussi une architecture justement avec une expression extérieure, avec ces escaliers qui sont 3 spirales qui se croisent sur la façade. Vous voyez ici le noyau de l'ascenseur, et puis sinon une façade porteuse pour porter justement tous ces éléments qui sont saillants du bâtiment. Voilà ce que ça donne, ce qui fait que naturellement les voisins nous ont dit que quand est-ce qu'on viendra avec la façade. On n'est pas venu avec la façade, ça c'est la façade. Elle reprend finalement, par des finesses, beaucoup d'éléments du langage architectural de ce quartier fin 19e. Donc on se trouve à Renan, et puis reprend par exemple la notion de mansarde, elle reprend la question d'encadrement de fenêtres, mais toujours dans une forme monolithique. Et ce monolithe, là, construit en béton extérieur, porteur, il est justifié par cette question d'une domesticité et d'une collectivité qui vient de contraintes architecturales très fortes, quoi. La recherche aussi de tonalité de couleurs, et ainsi de suite. Là, on le voit de manière encore plus emblématique, cette question des toitures en mansarde, des encadrements, des décors qui viennent de la matérialisation choisie. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'une petite portion du travail qu'on fait. C'est une portion construite, c'est ça que je trouvais intéressant. Je trouve aussi extrêmement intéressant de la mettre en lien avec un travail plus théorique, plutôt de recherche. Et puis cette image simplement pour dire que ce qu'on est nous, l'individu, est toujours beaucoup plus intéressant quand on le voit dans des formes concentriques de collectivité, et notre travail avant tout dans le logement, c'est de mettre le collectif au centre de l'attention. Merci beaucoup.